Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Voilà une phrase qui nous berce depuis notre plus tendre enfance. Eh bien, Christophe Colomb, cet explorateur aussi réputé qu'il n'a été cruel avec les peuples qu'il a rencontrés, eh bien, finalement, il était un des derniers Gugus à s'être pointé de l'autre côté de l'Atlantique. Mais bon, en effet, il est peut-être l'explorateur européen à être arrivé de l'autre côté de l'Atlantique en premier, encore que, je dis bien peut-être, car l'histoire, vous le verrez dans cette vidéo, est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît. Parce que ce qui va nous faire aussi frétiller dans cette vidéo, c'est que même si on se limite à une espèce d'histoire eurocentriste, eh bien Christophe Colomb n'a pas été le premier à découvrir l'Amérique. Le voyage de Christophe Colomb, c'est un projet initié en 1484 et qui sera cofinancé par Ferdinand d'Aragon, qui sera roi de Sicile, et Isabelle de Castille. Tous les deux lui promettent monts et merveilles, parmi lesquels le titre d'amiral de la mer Océane et gouverneur des Amériques. Il est de notoriété publique que Christophe Colomb pensait arriver aux Indes. Alors précisons quand même que le mec savait lire une carte, je veux dire, les mecs se sont pas barrés en pensant aller aux Indes, et puis au bout d'un moment, ils ont oublié de tourner à gauche. Non, ça s'est pas passé comme ça. Christophe Colomb et les scientifiques de l'époque savaient très bien que la Terre était ronde. D'ailleurs, dans le 16e numéro de Revue d'Histoire de l'Église de France, datant de 1912, il est clairement écrit que les dominicains de l'époque de Christophe Colomb enseignaient bel et bien la sphéricité de la Terre, concept connu depuis au moins les Égyptiens anciens. Donc Christophe Colomb avait en tête de traverser l'Atlantique, pensant tomber ensuite, grâce à la sphéricité de la Terre, sur les terres d'Inde. Rien à voir avec Thanksgiving. Sauf qu'il ne savait pas que sur son chemin, il trouverait le continent américain. Donc Christophe Colomb fut-il le premier explorateur européen à tomber sur l'Amérique? Eh bien pas forcément, car mes amis islandais auraient pu eux aussi tomber sur l'Amérique plusieurs centaines d'années auparavant, et là, rien à voir avec la plage. Mais bon, après, qui peut vraiment se revendiquer découvreur de l'Amérique dans la mesure où, dans tous les cas, que ce soit Christophe Colomb, que ce soit quelqu'un d'autre, voire des Vikings, des Islandais, il y avait déjà quelqu'un en Amérique. C'est peut-être ces gens-là qui ont découvert, qui ne sont pas nés là-bas, qui ont découvert le continent américain. Est-ce qu'ils ont immigré par le détroit de Bering? Rien à voir avec les yaourts de Richard. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous étonne, Richard Berry qui mange un Sveltes? Parce que oui, ce détroit de Bering, pendant la dernière période glaciaire, il était praticable, et les peuples pouvaient passer d'Asie à ce qui est aujourd'hui l'Alaska. Alors bien sûr, il est aujourd'hui impossible de savoir vraiment à quelle date précise des personnes auraient possiblement transité par ce détroit. Toutefois, on estime que nous aurions été entre une période qui s'étale de 25 à 18 000 avant Jésus-Christ, et on ne peut pas contester l'évidente similitude des faciès autochtones canadiens avec ceux de Sibérie. Ce qui est sûr, c'est que notre espèce d'eurocentrisme trouve très rapidement des limites lorsqu'on nous dit depuis toujours que Christophe Colomb a débarqué sur les plages américaines et qu'il a découvert des peuples sauvages. Alors sauvages par rapport à quoi? Et puis découvreur d'une terre déjà occupée, ça s'appelle pas vraiment découvreur, à moins que la seule histoire valable soit la chronologie blanche d'Europe. Et puis Amérique, c'est très vague, pour un terme qui n'est que trop rarement explicité. Si vous étiez un petit peu désœuvré comme moi à l'école primaire quand on nous parle de ce Christophe Colomb, et qu'au lieu d'écouter l'école, eh bien vous regardiez votre planisphère, enfin votre sous-main en planisphère, pour apprendre les pays, les fleuves, les mers, les capitales, etc., c'est ce que je faisais, vous vous êtes très vite rendu compte qu'en regardant un peu l'Europe et l'Amérique, merde quoi, l'Amérique c'est immense. Parce que quand on a 9 ou 10 ans et qu'on nous dit, entre guillemets, il a découvert l'Amérique, nous, dans notre petite tête d'Européens, surtout dans les années 80 et 90, pendant lesquelles j'ai grandi, quand on dit découvrir l'Amérique, on s'imagine le mec, il arrive avec sa caravelle, tchouk, ah tiens, c'est New York, c'est la fête. Mais c'est pas ça du tout. Parce qu'en fait, Christophe Colomb, il est arrivé aux Bahamas, ensuite il est allé à Cuba, en République dominicaine et en Haïti. Et à vrai dire, Christophe Colomb n'est probablement jamais allé en Amérique du Nord. Pourtant, ce sont bien les Américains, les États-Unis, je veux dire, qui eux-mêmes ont lancé le jour de célébration de Christophe Colomb en 1937, sous la pression insoutenable des Chevaliers de Colomb, un groupe catholique influent qui a foutu un petit peu un coup de stress à Franklin Roosevelt pour honorer ce Christophe Colomb et enfin, entre guillemets, obtenir la reconnaissance d'un héros catholique comme pilier de la naissance des États-Unis. Alors heureusement, cette journée, elle est de plus en plus contestée, non pas par rapport au flou
qui entoure la découverte de l'Amérique, mais plutôt par rapport au traitement horrible infligé aux populations autochtones par les différents colons espagnols qui ont transité par là-bas. Jusqu'en l'an 1500, Christophe Colomb organisera par la suite d'autres épopées vers l'Amérique du Sud, avec notamment le Venezuela. C'est donc évidemment en héros national que Christophe Colomb est accueilli en Espagne lors de son retour. Et il va sans dire que son peuple et ses têtes pensantes vont le pousser à tirer sur cette formidable maille, rien à voir avec la moutarde, afin d'en faire bénéficier au maximum le royaume d'Espagne, qui verra alors son rayonnement international monter en flèche. Sur place, à mesure que les allers-retours des colons espagnols augmentent, eh bien, les populations autochtones diminuent. D'innombrables autochtones meurent de maladies européennes importées par bateau, telles que la variole ou la rougeole, contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien les colons obligeaient les populations locales à se soumettre en travaillant dans les champs, esclavagisme, et s'ils résistaient, ils étaient tout simplement soit tués, soit envoyés comme esclaves aussi, mais de l'autre côté en Espagne. Donc grosso modo, c'est « Salut, je débarque, tu es maintenant mon esclave, tu choisis, hein ?» Soit c'est ici, soit c'est chez moi. Voilà. Mais en tout cas, tu seras esclave, mon coco. Christophe Colomb, lui, va décéder à 55 ans, et à ce moment-là encore, tout le monde était persuadé que les terres vers lesquelles il faisait des allers-retours depuis près de 15 ans, c'était bel et bien les Indes. Si bien que même dans le nom du continent américain, on ne retrouve pas la patte de Christophe Colomb. Le mot Amérique vient de Amerigo Vespucci, qui est le premier à comprendre qu'en fait Christophe Colomb n'avait pas découvert les Indes, mais qu'il était bel et bien arrivé sur un autre continent. Au tout début du XVIe siècle, lors d'une expédition portugaise, Amerigo Vespucci affirme que le Brésil fait partie d'un autre continent, qu'il nomme le Nouveau Monde. Cette revendication pousse le cartographe Martin Waldseemüller à considérer les dires d'Amerigo Vespucci, et en 1507, ce même Waldseemüller sera le premier à utiliser le nom de America sur sa carte. À ce moment-là de l'histoire, ce n'est que le Brésil, le Nouveau Monde, qui est intitulé America. Il faudra attendre 25 ans pour qu'en 1532, d'autres cartographes utilisent à leur tour le nom Amérique pour l'ensemble du continent nouvellement découvert. Malheureusement décédé en 1512, eh bien, Amerigo Vespucci ne saura jamais de son vivant qu'il a influencé à tel point la cartographie mondiale. Et il ne comprendra jamais que son intuition était la bonne. Que ce soit Christophe Colomb ou Amerigo Vespucci, les mecs sont arrivés à l'autre bout du monde, soit. Mais ils n'étaient pas les premiers, on le rappelle. Et peut-être même que d'autres Européens avaient foulé ces terres lointaines avant nos deux explorateurs. En effet, 500 ans plus tôt, vers l'an 1000, un explorateur pétri de prosélytisme pose ses guêtres en Amérique du Nord, et j'ai nommé Leif Erikson. Converti au christianisme par le roi de Norvège, Erikson se met en route, enfin en mer plutôt, pour prêcher la bonne parole aux païens du Groenland, et comme il lui restait un petit peu de mazout dans les voiles, il s'est dit tiens, je vais pousser ma galère un petit peu plus loin. Alors réalité ou fiction, eh bien sachez que dans les années 60, 1960 cette fois, une colonie viking a été trouvée à Terre-Neuve au Canada, la même où Erikson était censé être arrivé. Cette colonie sera facilement datée grâce au carbone 14 et on tombe effectivement sur la période à laquelle Erikson était vivant. Derrière cette vraie découverte, certains diront qu'Erikson s'était inspiré de repérages issus d'autres Islandais qui n'avaient pas poussé l'aventure jusqu'au bout. D'autres pensent qu'Erikson aurait loupé le Groenland depuis la Norvège, ce qui semble peu probable parce que c'est quand même un loupé de plusieurs milliers de kilomètres. Il y a quand même un moment, les mecs ils se disent bon, je pense qu'il n'y a plus rien, demi-tour quoi. Donc pour moi, il fait pas trop de doute que Leif Erikson soit arrivé en Amérique de manière tout à fait intentionnelle, quand bien même il aurait été inspiré par des écrits précédents. Ça, à la limite, on s'en fout. Mais ce qui nous fait frétiller aujourd'hui, c'est de bien comprendre que donc, même en se limitant à notre histoire eurocentriste, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Alors pour nos frises chronologiques, effectivement, on est plutôt sur du Erikson que du Christophe Colomb. Par contre, il semble évident que les premiers découvreurs de l'Amérique soient arrivés par le détroit de Bering dont on parlait en début de vidéo. Car, rappelons-le bien, à l'époque, il n'était pas immergé. Et il est évidemment impossible de contester l'immense similitude entre les faciès des autochtones canadiens et ceux des habitants de Sibérie. Et là, rien à voir avec le joueur de foot. Voilà, j'espère que cette vidéo, pour remettre un petit peu, comme on dit, l'église au milieu du village, vous a plu. Christophe Colomb, oui, mais Christophe Colomb, non. Il y a eu beaucoup de choses avant lui émanant d'Europe, beaucoup de choses avant lui directement là-bas en Amérique. Si on s'en remet à une vision eurocentriste, comme je le disais, eh bien c'est plutôt Leif Erikson qui est vraiment allé en Amérique le premier. Par contre, Christophe Colomb, c'est un petit peu dramatique de dire ça, mais c'est lui qui est réputé car c'est lui qui a commencé à embrasser une espèce de campagne de colonisation en décimant tout sur son passage. Et c'est vrai que revendiquer ça, c'est pas forcément quelque chose dont on peut être fier,
et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le jour de Christophe Colomb des États-Unis n'a même pas tenu 100 ans avant qu'il soit fortement et très légitimement contesté. En vous donnant rendez-vous pour une prochaine vidéo, les amis, eh bien je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et je vous invite comme toujours à bien vous porter et surtout à garder la passion d'ici la prochaine. Allez, ciao ciao!